Le stress pour les nuls. C'est la deuxième version de ma présentation sur le sujet du stress et j'ai décidé de la remettre au goût du jour parce que pour ajouter du contenu, tout simplement, pour expliquer un petit peu mieux ce qu'est le stress, parce que je remarque que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce que c'est, et surtout pour donner un peu plus d'outils pratiques pour pouvoir appréhender vraiment la vie de tous les jours. Parce que je sais pas vous, mais il est rare que il se passe une journée sans que j'en entende parler du stress. Et on sait tous que ça peut déclencher des symptômes ou aggraver les symptômes existants. Ce que j'observe, c'est qu'on propose en général trois solutions. Soit on propose un complément alimentaire ou un médicament pour, je sais pas, soulager. Soit on va parler éventuellement d'une technique de respiration, type un peu dans la mentalité de la sophrologie. Ou alors on va dire, bah, va voir un psy. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer clairement ce qu'est le stress, parce que comprendre un problème, c'est 50% de la solution, en tout cas pour moi. Donc je vais vous expliquer clairement ce qu'est le stress, et je vais vous donner la méthode pour le gérer. Pas juste quelques techniques qui sortent de nulle part et que vous ne savez pas vraiment comment adapter à votre situation. Et avant que je continue, que ce soit clair, ces choses, ce genre d'outils, ce genre de méthode, c'est efficace uniquement quand c'est mis en pratique. Autrement, si vous ne le mettez pas en pratique, vous risquez de passer votre vie à la recherche d'un remède miracle, que ce soit un remède naturel ou pas, peu importe. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est un phénomène que j'observe très souvent. Je suis passé par là. C'est de passer ma journée sur Internet à regarder des choses pour améliorer mes circonstances. Et je regarde, je regarde, je regarde, mais je mets rien en pratique. Et j'ai l'impression d'avancer parce que je passe du temps et j'écoute et j'apprends, mais en fait, j'avance pas vraiment. Et euh, j'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Donc, ne faites pas ça. Enfin, vous pouvez, vous êtes libre, mais si vous voulez des résultats, ne faites pas ça. Et parce que ce que j'ai réalisé et ce que je vous invite à vraiment considérer, c'est que vous êtes tout à fait capable de réduire le stress dans votre vie si vous mettez ces choses-là en pratique. Et vous allez voir, je vais faire en sorte que ce soit extrêmement facile. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, gérer le stress, ça a un impact sur tout un tas de choses. Sur la thyroïde, les hormones, notamment au niveau du système reproducteur, œstrogène, progestérone. Ça a un impact sur le poids, ça a un impact sur le vieillissement, sur la pression sanguine, ça a un impact sur l'humeur, hein. Si je suis stressé, c'est plus difficile de contrôler mes émotions, et donc je peux être plus froid envers mes proches, je peux être à cran, etc. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas juste ah, c'est bien, je gère mon stress, ça va impacter toutes ces choses-là et bien plus encore. Donc concrètement, au programme, on va explorer aujourd'hui qu'est-ce que le stress, pourquoi on est tous stressés, pourquoi c'est pas notre faute, et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc on va commencer par une petite introduction pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour qu'on parle tous le même langage. Donc j'aime bien commencer avec la définition des choses, partir des bases. Quelle est la définition du stress? Le stress est la réaction d'un organisme en réponse à des pressions extérieures. Donc des pressions extérieures qui sortent cet organisme de sa zone de confort. Alors j'aime beaucoup cette définition parce que la réaction dont elle parle, elle est naturelle, elle est adaptée. C'est-à-dire que le stress, c'est sain, c'est ce qu'il faut. Sans stress, on ne serait pas en vie aujourd'hui. Le problème avec le stress, notamment aujourd'hui, c'est son intensité et sa fréquence. Donc si ces pressions extérieures sont trop intenses, trop fréquentes, là ça devient problématique. Donc pourquoi est-ce que ce mécanisme de stress existe? Pourquoi est-ce que c'est là? Comme je vous ai dit, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait adapté. Et petite parenthèse, pourquoi est-ce que je fais un détour et je ne vous donne pas juste les techniques immédiatement? Pourquoi je prends le temps d'expliquer tout ça? C'est parce que c'est pour que vous compreniez et que vous ne soyez pas juste confuse quand on vous dit faites ci, faites ça, utilisez ces techniques, etc. C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clientes. Si vous comprenez le principe derrière les techniques,
les principes fondamentaux, ça va être beaucoup plus facile d'adapter la technique à votre vie, et vous allez surtout comprendre pourquoi vous faites quelque chose. Et quand vous comprenez pourquoi vous faites quelque chose, c'est beaucoup plus simple de l'appliquer, et vous avez plus le sentiment d'être autonome. Vous dépendez moins de conseils que vous pouvez lire en ligne. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la priorité numéro 1 pour tout organisme vivant, y compris l'être humain, c'est la survie. La survie. C'est-à-dire que le corps, il va sacrifier la digestion, la fertilité, même la douceur de la peau, et ouais, pour pouvoir survivre. Et tous les animaux, tous les organismes, enfin tous les animaux en particulier là, ont ce mécanisme. Le but du stress, de cette réponse, de cette réaction, euh, comme l'a dit la définition, le but de cette réaction en réponse à des pressions extérieures, c'est de se donner tous les moyens pour échapper à la menace. Parce que, c'est pour ça que j'ai mis cette image, si on est pourchassé par un tigre à dents de sabre, c'est pas le moment de digérer son brocoli, c'est pas le moment d'avoir une peau qui est toute belle, c'est pas le moment de faire des bébés, c'est le moment de courir, de fuir, et de retourner dans un endroit pour être en sécurité. Et donc c'est tout à fait naturel. Le problème, et c'est ce qui est différent entre l'être humain et les autres animaux, c'est qu'on a un cortex préfrontal. Et le stress auquel on est exposé, les pressions extérieures, il n'a pas à être réel. Il peut être tout à fait perçu, imaginé. Donc, je vais répéter parce que c'est important. Pour les humains, parce qu'on a un cerveau extrêmement développé, relativement, on est capable de stresser juste avec des choses imaginées. Ça va pas être réel. Et aussi, ce qui est important à savoir, et je reviendrai sur ces choses-là vers la fin, mais le stress est subjectif. C'est-à-dire que ce qui est stressant pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Hein. Moi, par exemple, je suis plutôt introverti. Si vous me mettez en plein milieu d'une soirée dansante et je connais personne, je vais pas être parfaitement à l'aise. Là, c'est pas naturel pour moi. C'est bien mieux qu'avant, mais peu importe. Hein. Donc le stress est subjectif. C'est quelqu'un d'extraverti, aucun problème. Donc notre cerveau, il a aussi une autre faculté qui est particulière, c'est que en cas de traumatisme, que malheureusement beaucoup de femmes vivent, une partie de notre psyché reste dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on laisse faire, si on ne fait pas le travail pour soigner ça, tout le reste de notre vie, on va vivre comme si ce traumatisme pouvait arriver de nouveau, à tout moment. Et donc c'est par exemple si on m'a cambriolé la maison il y a 5 ans, tout le reste de ma vie, je vais être presque parano par peur qu'on me cambriole à nouveau. Et quelqu'un qui n'a pas eu ce traumatisme n'aura pas ça. Et donc ça, c'est un autre mécanisme qu'on a avec notre cerveau. Et c'est aussi un mécanisme de survie parce que le cerveau cherche à prédire le futur en se basant sur le passé, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Bref, le vrai problème avec tout ça, c'est pas le cerveau parce qu'il a évolué pour une raison. Le vrai problème, aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre notre biologie, telle qu'elle a évolué, et le monde moderne dans lequel on vit. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on meure de faim. Il y a peu de chances qu'on soit pourchassé par un tigre à dents de sabre. Et pourtant, on est plus stressé que jamais. C'est parce que il y a tout un tas de pressions externes qui ne menacent pas littéralement notre survie, mais qui créent du stress malgré tout. Et on va y venir. Et comme vous allez le voir très prochainement, c'est pas que des menaces qui sont psychologiques. Parce que c'est pour ça que j'ai mis cette définition au début. Quand on parle de stress, on a tendance à se dire ah ouais, je suis stressé par le boulot, ou je suis stressé par un pote qui me fait la gueule, je sais pas. C'est un type de stress, c'est du stress plus de l'ordre psychologique. Là, c'est le stress de manière générale. Donc, avec ces bases établies, on va explorer pourquoi aujourd'hui ça peut être un cercle vicieux, pourquoi ça peut être dangereux. Et pourquoi en fait il y a beaucoup de gens qui sont stressés toute leur vie.
Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus je suis stressé, plus mon corps a besoin de ressources pour répondre, pour réagir. Sauf qu'aujourd'hui, pour une multitude de raisons, hein, on va pas aller dans ce sujet-là, on a de moins en moins d'énergie. Et c'est pas qu'une question de nourriture, mais pour plein de raisons, on a de moins en moins d'énergie. Et en même temps, on a de plus en plus de sources de stress. Donc c'est un premier cercle vicieux, c'est-à-dire que le stress augmente et nos ressources disponibles pour réagir sainement et s'adapter à ce stress diminuent. Et donc, au fil du temps, il y a tout qui semble stressant. Et honnêtement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de problèmes de santé et de plus en plus tôt, hein, de plus en plus jeunes. Le véritable problème, c'est qu'on on ne nous éduque pas sur ces choses-là. Et la majorité, malheureusement, des produits, par exemple, hein, des produits de grande consommation qu'on achète en grande surface, sont toxiques. Et pourquoi? Bah parce que y a plus de marge, donc ça rapporte plus d'argent. Mais la bonne nouvelle, hein, c'est que quand on prend conscience de tout ça, on peut s'en sortir et créer un cercle vertueux. Donc, en quoi le stress affecte notre santé? Parce que jusque-là, j'ai dit, ok, on a parlé du stress, du fait que le cerveau, il a tendance à stresser, il peut stresser même si on l'imagine, etc. Mais comment tout ça, ça affecte notre santé? Donc si on regarde la santé à travers le système hormonal, c'est pas la seule perspective qui existe, mais c'en est une qui est importante, et beaucoup de personnes ont des soucis hormonaux. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le système hormonal est extrêmement complexe. Mais c'est un petit peu comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que si j'en touche une partie, il y a tout qui bouge. Et il se trouve que le stress, qui est notamment associé avec l'hormone cortisol, c'est pas la seule hormone, mais c'est une principale, il se trouve que le stress, en ce sens, ça va affecter toutes nos hormones. J'ai un autre diagramme qui explique ça. Mais donc, comme la survie de l'organisme, c'est la priorité numéro 1, si le corps a besoin de produire des hormones du stress, comme le cortisol, pour répondre à une pression extérieure, hein, c'est la définition, ça se fera au détriment d'autres hormones importantes comme la progestérone, le DHEA, etc., etc. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que gérer le stress à droite là, ça va affecter positivement toutes les hormones. Ça va permettre au corps de tout rééquilibrer tout seul. Parce que je n'ai plus à dépenser autant d'énergie pour produire les hormones du stress. Donc je peux dépenser de l'énergie pour produire les autres hormones, les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles, etc. etc. Ok. Ça, c'est avec la perspective des hormones. Si on regarde concrètement en termes de symptômes, à quoi on peut s'attendre quand on est exposé à du stress chronique? Alors, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est des exemples qui vont parler à beaucoup de gens. Mais je vais commencer. Donc, stress chronique, qu'est-ce que ça peut causer? Stress chronique, ça veut juste dire qu'il s'étale dans le temps. Ça veut dire qu'on est stressé pendant très longtemps. Bah, par exemple, ça rend la perte de gras difficile. Très souvent, quand on est stressé de manière chronique, on a tendance à plus respirer dans la poitrine et pas dans l'abdomen. Qu'est-ce que ça fait la respiration dans la poitrine à terme? Ça peut créer une mauvaise posture, ce qui est un stress en soi, et ça crée un nouveau cercle vicieux puisque la mauvaise posture, ça rend la respiration abdominale plus difficile. Respirer dans la poitrine, ça peut créer des apnées du sommeil, des ronflements, ça peut créer de l'anxiété. Stress chronique, mal aux articulations. Pourquoi? Ben parce que quand je suis sous stress, quand je suis stressé, c'est pas le moment de réparer mes articulations. Donc avec le temps, je vais pas réduire l'inflammation, par exemple. Stress chronique, un petit peu comme je le disais, problème au niveau du cycle menstruel, notamment avec les hormones. Euh, Stress chronique, comme je disais, avec la respiration. Anxiété sans raison apparente, c'est juste je suis anxieux et je ne sais pas pourquoi. Stress chronique lié à la mauvaise digestion. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de m'échapper, de courir pour fuir le tigre à dents de sabre, c'est pas le moment de digérer mes petits pois. Et donc, qui dit mauvaise digestion dit ballonnement et dit aussi des carences qui peuvent mener à de la perte de cheveux, à la peau sèche, etc. Euh, et une autre chose que le stress cause quand c'est chronique, c'est je suis plus sensible à la douleur. Donc pour les femmes qui ont
le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose ou même juste le syndrome prémenstruel, le fait d'être stressé, ça va augmenter la sensibilité à la douleur. Et donc ça va juste augmenter les douleurs. Donc on sait que tout ça c'est lié. Et si je prends un médicament pour chaque symptôme, donc là j'en ai listé quelques-uns, je risque de subir beaucoup d'effets secondaires. Et ça va donner beaucoup de travail à mon foie parce que le foie il doit gérer ses médicaments. Et donc tout ça, ça peut créer un deuxième cercle vicieux. Et si je pars à la chasse aux symptômes, je peux gaspiller beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et être très très frustré. Parce que la cause de tout ça, c'est le stress. Il peut y avoir d'autres causes, mais si je ne gère pas le stress, je vais avoir beaucoup de mal à gérer toutes ces choses-là. Donc, on va arriver à la partie de la présentation que vous attendiez certainement, mais comment on se sort de ça, on se sort de ces cercles vicieux naturellement. Alors, à chaque fois, en tout cas, c'est la façon que j'ai de réfléchir, c'est il faut être méthodique. Quand il y a des cercles vicieux, il faut mettre les choses en place de manière méthodique. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Et surtout, on ne fait pas face à... Enfin, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains, vous avez des émotions. On ne peut pas juste y aller comme un bourrin et dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça va pas passer. C'est ce que je dis toujours à mes clientes. Elles ont peur que je leur donne une liste monstrueuse de choses à faire chaque jour. Non. Non, parce qu'ensuite ça va créer du stress psychologique et ça va pas aider. Donc, on y va de manière méthodique. Et je vais vous expliquer comment faire. Donc déjà, il faut comprendre, l'analogie que j'utilise, c'est le vase. Le vase, c'est votre tolérance pour le stress. C'est pour ça qu'on parle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quand la goutte d'eau, c'est comme s'il y avait un robinet qui s'appelle le stress, qui remplissait le vase. Et bien, si le robinet il continue de couler et que ça fait déborder le vase, burn-out. Okay. Donc, il y a deux façons de gérer le stress. Il y a deux façons de faire en sorte que ce vase ne déborde pas. On peut rajouter du positif, hein, c'est pour ça que je parle de cohérence cardiaque, qui est un type de respiration. On peut parler de compléments alimentaires, on peut parler de plantes comme l'ashwagandha, etc. Donc il y a deux façons de gérer le stress. Rajouter du positif pour essayer de vider un petit peu ce vase, et il y a retirer le négatif. Donc c'est un petit peu la différence entre essayer de vider le vase à la petite cuillère, ou alors éteindre le robinet. Donc c'est important d'avoir des outils pour vider le vase, et je vais vous en donner. Mais c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui remplit le vase, qu'est-ce qui cause ce stress. Et sinon, on risque de se battre toute notre vie contre le stress. Hein, j'espère que vous comprenez ça. Hein. Si j'ai le robinet qui est toujours ouvert et que j'essaye de vider le vase à la petite cuillère manuellement, je vais m'épuiser, ça va me pourrir la vie. Et je risque de baisser les bras. Donc, concrètement, la solution, c'est de prendre conscience des 6 principales sources de stress. Donc ça, c'est ma contribution, parce que moi, je suis incapable de vous dire quoi prendre comme traitement pour toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment traiter les ballonnements, je ne sais pas comment traiter je sais pas, les douleurs articulaires, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Et je ne sais pas donc quoi vous dire quoi faire en fonction de vos symptômes. Par contre, je sais un petit peu identifier toutes les sources de stress pour l'être humain. Et je sais vous aider à les gérer. Et donc peut-être, des fois ça suffit, des fois il faut prendre un traitement, mais peut-être que ça va faire partir vos problèmes. Peut-être que ça va faire partir vos symptômes. Mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est la bonne nouvelle. Donc, voici le diagramme. Je vais vous expliquer. On se détend. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Et l'intérêt de cette liste, ce n'est pas de vous submerger et de vous stresser, de vous mettre la pression. L'intérêt de ce diagramme, c'est de vous donner plein de pistes à explorer pour que vous puissiez progresser, quelle que soit votre situation aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vous faisais une recommandation, il y en a peut-être la moitié d'entre vous qui me diraient « Ah ben je peux pas faire ça ». Eh bien, je peux vous garantir que normalement 100% d'entre vous a au moins une chose que vous pouvez améliorer.
Et la question, c'est pas se concentrer sur ce que je peux pas faire, c'est se concentrer sur ce que je peux faire. Donc forcément, avec mes clientes, j'ai le temps d'aller plus en détail et surtout de les tenir par la main pour que ça se fasse en douceur. Pour vous, et je vais détailler un petit peu étape par étape, mais pour vous, il va falloir déterminer quels sont les éléments les plus faciles à gérer et avancer à votre rythme. Donc, les 6 principales sources de stress. Il y a le stress de type physique. Donc, sédentarité, le fait de ne pas bouger, c'est un stress. Quelque chose qui n'est pas forcément reconnu tous les jours, dans la vie de tous les jours. L'excès de sport, c'est aussi un gros stress. Je suis passé par là, c'est horrible. Une mauvaise respiration, c'est un stress. Donc j'y faisais un petit peu allusion plus tôt, mais si je respire dans la poitrine, c'est un stress. Si je respire trop vite, c'est un stress. Une mauvaise posture, c'est un stress, parce que ça rajoute de la tension dans certains muscles en permanence. Ça va potentiellement créer de l'inflammation dans certaines articulations. Si je suis déshydraté, ça peut potentiellement créer de l'inflammation entre mes vertèbres, etc. Ensuite, il y a le stress d'origine nutritionnelle. Et du coup, hein, pour physique, c'est faire la bonne quantité de sport, apprendre à bien respirer, se tenir droit, apprendre à corriger sa posture, etc. Nutritionnel, c'est tout ce qui est les carences alimentaires, qui peuvent être dues juste à ce qu'on met dans l'assiette, mais ça peut être dû aussi au fait que même si j'ai l'assiette la plus saine, je digère pas, pour une raison ou une autre, ou j'absorbe pas. C'est aussi les pesticides, c'est aussi tout ce qui est les conservateurs, tout ce qui est mis dans les aliments aujourd'hui, malheureusement. Ça peut être une source de stress. Ensuite, il y a le stress d'origine chimique. Donc ça, c'est tout ce qui est moisissure, c'est la pollution environnementale. Donc, pollution environnementale, on ne peut pas y faire grand-chose. On peut mettre des plantes chez soi, on peut aérer, etc. Mais voilà. Et par contre, il y a tout ce qui est produits d'hygiène. Comme je disais avant, malheureusement, la majeure partie d'entre eux, et produits cosmétiques aussi, sont toxiques. Là, c'est simple, il suffit de permuter. Ça peut aussi être les poêles à cuisiner, hein. Les poêles, pas les poêles hein, à épiler, les poêles à cuisiner qui ont des revêtements anti-adhésifs, hein, en téflon, ça c'est toxique. Pareil. C'est pratique, mais c'est toxique. Ensuite, il y a le stress auquel on pense tous, c'est le stress psychologique ou mental émotionnel. Donc ça peut être des traumatismes du passé, ça peut être des relations difficiles, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être tout un tas de choses. Et j'ai prévu quelques diapositives pour aller plus en détail dans le stress psychologique parce que c'est très courant et je vais pas juste vous dire arrête de stresser. Ça n'aide personne. Ensuite, il y a ce que j'appelle le stress spirituel, parce que je trouve que j'ai pas trouvé d'autres noms, mais c'est un peu le manque de sens. C'est ma vie n'a aucun sens, j'ai pas de but, c'est juste un peu métro boulot dodo. C'est que ma profession elle est pas épanouissante par exemple. Je sais que j'ai pas, voilà, je vais au boulot, je rentre, je mange, je regarde la télé et je répète tous les jours. Et ça veut pas forcément dire il faut changer de carrière, mais ça veut dire qu'il faut se poser quelques questions. Et souvent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur toute leur vie et qui ne se posent jamais ces questions-là et qui donc sont en permanence sous un stress spirituel toute leur vie et qui ont des regrets plus tard. Donc c'est une des premières choses que je vois avec mes clients d'ailleurs. Et comme je les tiens par la main, eh ben, elles n'ont pas à avoir peur. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le stress d'origine électromagnétique. Donc ça, c'est être exposé à du Wi-Fi, à du Bluetooth, au téléphone, rester enfermé, trop de soleil aussi, hein, prendre trop de soleil, c'est pas sain, mais la majorité des gens ne prennent pas assez de soleil. Et par exemple, une chose qui est extrêmement facile à faire, c'est de débrancher le Wi-Fi la nuit. Hein, parce que vous n'en avez pas besoin quand vous dormez, et ça va réduire un petit peu le stress. Et la dernière partie de ce diagramme qui est importante, c'est que plus le vase est plein, moins je tolère de sport. Parce que donc l'excès, le sport c'est un stress. Et donc si mon vase est plein, c'est pas le moment de faire une séance de sport hyper intense. Et de manière générale, c'est un peu plus subtil que ça, mais de manière générale, quand le vase est très plein, c'est pas de sport, c'est juste dormir. Ensuite, quand je commence à pouvoir bouger, je vais me promener. Je peux faire du tai chi. J'aime beaucoup le tai chi. Pas trop le tai chi traditionnel parce que c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est mal, hein, mais c'est compliqué et ça fait que beaucoup de gens qui essayent
de pratiquer le tai chi traditionnel sont dans leur tête. Ils sont en train de mémoriser la chorégraphie. Et le problème, c'est qu'on est déjà trop dans notre tête. Et donc, la façon dont j'enseigne le tai chi, c'est une façon plus moderne, plutôt plus contemporaine, qui est extrêmement simple et qui permet de ressourcer et de recharger les batteries le plus vite possible en se vidant la tête. Les étirements, très bien aussi, ça détend le système nerveux, ça permet potentiellement de corriger la posture, ça peut aider le sommeil. Bien entendu, le manque de sommeil, on peut mettre ça comme un stress physique, c'est aussi un stress mental émotionnel, mais le manque de sommeil, bien évidemment, c'est un stress. Quand je peux tolérer un peu plus de sport, je peux faire, en tout cas c'est ma recommandation personnellement, notamment avec les personnes avec qui je travaille qui ont tendance à avoir des douleurs type mal au dos, mal à l'arrière des hanches, mal au genou, c'est le renforcement abdominal. Pourquoi? Parce que très souvent, quand je suis stressé, j'ai des problèmes de digestion, parce que, comme je disais, la digestion et le stress, c'est antagoniste. Euh, donc, et qui dit problème de digestion dit potentiellement ballonnement, dit inflammation. Et quand il y a de l'inflammation ou des ballonnements, le corps va désactiver les abdominaux profonds pour permettre aux organes de gonfler. Et comme les organes sont plus importants que les muscles, on désactive les muscles pour permettre aux organes de gonfler et donc de réduire l'inflammation. C'est naturel. Mais du coup, comme les abdominaux profonds et les muscles stabilisateurs profonds sont désactivés, ça peut créer des douleurs aux lombaires, aux hanches, aux genoux, etc. Donc, faire du renforcement abdominal, ça peut prendre que quelques minutes, un jour sur deux, permet d'éviter ça et de pouvoir quand même bouger sans avoir mal en permanence, euh, malgré le stress. Ensuite, si je peux tolérer un peu plus renforcement musculaire, ce que j'aime bien avec le renforcement musculaire, c'est qu'on peut l'adapter à tous les niveaux, on peut l'adapter à toutes les morphologies. C'est extrêmement polyvalent. Et c'est la meilleure façon, avec les étirements, de rééquilibrer la posture. C'est la meilleure façon d'équilibrer les hormones. C'est la meilleure façon d'améliorer le métabolisme. Et pourquoi je mets le renforcement musculaire avant le cardio? Parce que le cardio, c'est le type de sport le plus stressant. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du cardio parce que ça les déstresse. C'est parce que le fait de faire quelque chose de répétitif comme courir, ça leur vide la tête. Et comme la majorité de leur stress est psychologique, on a l'impression que ça déstresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cardio, c'est le type de sport le plus stressant niveau physique. Et en particulier, si je fais du cardio la bouche ouverte plutôt que de respirer par le nez, et que si je fais de la course à pied, je le dis très souvent, mais si je fais de la course à pied et que j'ai de la pronation, du coup ça me bousille les genoux, etc., c'est un gros stress physique encore. Donc, je ne suis pas contre le cardio, mais c'est pas, encore une fois, mon approche elle est méthodique. Si la personne si la personne que j'ai en face adore le cardio, alors je ne vais pas l'empêcher de faire ce qu'elle aime, mais par contre, on va peut-être réduire la quantité, ou alors faire en sorte de gérer les autres sources de stress pour qu'elle puisse faire ce qu'elle aime, etc. Mais de manière générale, j'aime bien commencer par les choses dans cet ordre-là. Ok. Donc ça, c'est pour les 6 sources de stress, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut gérer, méthodiquement. Donc je vais finir la dernière partie de cette présentation. Je vais parler un peu plus de l'aspect psychologique. Donc je reviens là-dessus parce que c'est le moins évident. Hein, je ne peux pas juste vous dire bah, arrêtez de stresser. Et c'est celui qui frustre beaucoup de personnes. Donc je vais vous donner quelques principes fondamentaux. Une fois de plus, un des principes pour comprendre comment notre esprit fonctionne et donc ne pas autant souffrir mentalement. Et donc, qu'on soit clair, là ici, je vais parler du stress psychologique, hein, donc de la source de stress mental émotionnel, pas de la définition générale que j'ai mentionnée tout au début, cette définition-là. Je ne parle pas de ça. Enfin, je parle d'un sous-type de ça. Je parle de stress psychologique. Donc, j'ai été ingénieur avant, j'aime bien les équations. Et non, je trouve que ça illustre pas mal ce qui se passe. Donc, on va prendre l'équation à l'envers. Si je suis stressé aujourd'hui, ça fait partie de mon expérience du moment. Ok? Donc, là, actuellement, mon expérience du moment, c'est je suis relativement détendu, je suis concentré sur cette présentation, parce que j'ai envie que voilà, ça soit utile pour vous. Et donc, c'est mon expérience du moment. Certaines personnes, quand elles sont stressées, le stress est leur expérience du moment. L'expérience,
est constituée de deux choses. Il y a la réalité et ma perspective. La réalité, c'est ce qui se passe, de manière objective. La réalité, c'est juste, il se passe des trucs. C'est le soleil brille, la lune est pleine, je sais pas, la fenêtre est fermée, objectif, réalité. Mais par-dessus la réalité, il y a ma perspective, ce que je vois et comment je l'interprète. Et je vais vous donner un exemple pour que ce soit concret pour vous. Mais donc, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que beaucoup de personnes stressent de manière automatique psychologiquement, c'est que notre perspective, pour des raisons de survie, elle est conçue pour être négative. C'est-à-dire que on a évolué pour détecter les problèmes, parce que si on détecte les problèmes, on peut les résoudre et on peut survivre. Si on détecte pas les problèmes et on est concentré uniquement sur ce qui va bien, on meurt. C'est comme ça. Donc je vais vous donner un exemple de réalité, plus la perspective donne lieu à une expérience, et si je change la perspective, ça donne lieu à une expérience complètement différente. Donc, c'est l'histoire d'un adolescent qui faisait des championnats de golf. Okay. Donc, de temps en temps, il partait en compétition, et quand il partait en compétition, il y a son papa qui le regardait de loin, vous savez, pour le soutenir. Et ce qui se passait, c'est que parfois, cet adolescent, ce jeune homme, il jouait pas aussi bien. Ça arrive à tout le monde. Il jouait un peu moins bien, il se plantait, etc. Et ce que ce jeune homme a remarqué, c'est que les jours où il jouait pas bien, ou moins bien, eh bien son père y partait. Il allait l'attendre dans le lobby, enfin voilà, il allait l'attendre, mais de loin, il ne regardait plus. Et donc, ce que cet adolescent s'est dit, c'est que quand je suis pas bon, quand j'ai pas de bons résultats, eh ben je ne suis pas aimé. Je ne reçois pas l'amour de mon père. Parce que clairement, quand je m'en sors bien, mon père, il reste. Quand je m'en sors pas bien, il part. Donc ça, c'était sa perspective. Donc son expérience et son interprétation, ça a été, j'ai le sentiment d'être abandonné quand je ne suis pas bon, quand je n'ai pas de bons résultats. Et ce qui se passe, c'est que 20 ans plus tard, quand il avait, je sais pas, 35 ans, ce jeune homme a parlé de ça à son père. Et il lui demande, et papa, je comprends pas, pourquoi tu partais quand j'avais un peu de mal au golf? Et son père lui a répondu, parce que j'avais peur de te déconcentrer. J'avais peur d'être une distraction. Et je voulais te laisser te concentrer et être avec toi-même. Donc ça illustre en quoi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons. Ça illustre en quoi la perspective détermine complètement notre expérience. C'est-à-dire que la réalité, c'est la même. La réalité, c'est juste. Il est parti et il jouait comme ça. Mais la perspective, notre interprétation, est radicalement différente. C'est-à-dire que une façon de voir ça, c'est, eh ben, on m'a abandonné parce que je joue pas bien. Et une autre façon de voir ça, la réalité change pas, mais une autre perspective, c'est, je joue moins bien, donc il est parti pour me laisser me concentrer, pour pas me mettre la pression. Et juste en changeant la perspective, pas la réalité, mon expérience radicalement différente. Donc plutôt que d'être stressé, voire d'être en colère face à mon père peut-être, ou d'être triste, ben, j'ai de la gratitude parce il considérait mon état. Il se disait, il faisait ça pour moi. Donc j'espère que ça illustre bien et vous comprenez bien le concept. Mais donc si on décortique, la réalité, c'est objectif, c'est concret, et c'est majoritairement hors de notre contrôle. Je sais, désolé, mauvaise nouvelle pour les gens qui essayent de tout contrôler, mais la réalité, c'est majoritairement hors de notre contrôle. Notre perspective, par contre, elle est entièrement sous notre contrôle. Entièrement. Et donc, quand on superpose notre perspective sur la réalité, ce que je viens de décrire avec le golf, ça donne lieu à notre expérience. Et comme je disais, naturellement, notre perspective, elle est conçue pour être négative. Donc, euh, comme je l'écris en bas, maîtriser sa perspective, c'est maîtriser son expérience, et donc son stress. Donc,
Ça doit se pratiquer hein, parce que ça se fait pas automatiquement, ça va un petit peu contre nos instincts de survie. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple débile. Euh, si je suis dans les embouteillages, ben, je peux pas contrôler les embouteillages. Par contre, je peux contrôler la perspective. Plutôt que de me dire, oh non, je vais être en retard, je vais dire, bon, bah, c'est l'opportunité de respirer, d'écouter de la musique, de chanter, d'être heureux, de profiter de ma voiture, je sais rien. Mais ça change radicalement mon expérience. Et ça va rien changer au fait que je suis en retard ou non. La différence, c'est que je vais me sentir bien ou pas bien. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vais donner un autre exemple qui va être plus dans le thème de la santé. Et donc pendant longtemps, euh, j'avais des problèmes de santé. J'étais tout le temps fatigué, des problèmes de digestion. Et donc ma réalité, c'est que j'avais des problèmes de digestion, c'est que j'étais fatigué. Et ma perspective, c'était que c'était pas juste. Parce qu'il y a plein de gens de mon âge qui font n'importe quoi avec leur santé, et qui vont très bien. Et moi, je me couche à 20 heures et je dors 12 heures par nuit, et je suis quand même fatigué, et c'est pas juste. Et du coup, mon expérience était, j'étais frustré, j'étais aigri, et j'étais parfois triste. Et donc, ce qui n'aidait pas en fait, hein, ce qui rajoutait une charge mentale, une charge psychologique à, mes, à mon vase en fait, ça remplissait mon vase. Et en fait, un jour, je me suis dit, comment est-ce que je peux voir ça différemment? Comment est-ce que je peux voir ça différemment? Et ma conclusion, ça a été, ces problèmes de santé m'ont permis d'en apprendre plus sur le bien-être, m'ont permis de me faire changer de carrière, hein, de ne pas rester dans mon rôle en tant qu'ingénieur informatique. Ça m'a permis donc de trouver mon vrai chemin de vie et d'aider énormément de personnes à retrouver leur santé. Parce que j'ai eu mes propres problèmes de santé. Et donc immédiatement quand j'ai changé ma perspective, plutôt que d'être frustré, aigri et triste par mes problèmes de santé, j'avais énormément de gratitude. Voilà, c'est un autre exemple. Donc, pour finir, je vais brièvement parler des émotions. Mais j'ai fait une autre présentation qui en parle et qui explique pourquoi beaucoup de femmes ont du mal à dire non. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est une créature émotionnelle. C'est-à-dire que la plupart de nos comportements sont émotionnels, puis on les rationalise. Hein, donc, par exemple, si vous passez à côté d'une pâtisserie et ça sent super bon, vos émotions, elles vont décider immédiatement si vous voulez un gâteau. Et en général, elles veulent un gâteau. Mais après cette décision, vous allez rationaliser. Soit vous allez vous dire, ah bah j'ai bien le droit parce que j'ai fait des efforts. Ça fait 2 mois que je vais à la salle de sport, j'ai bien le droit à un gâteau. Donc là, vous rationalisez votre décision. Ou alors, vous rationalisez de l'autre façon, c'est ah bah non, c'est pas bien de faire un gâteau, de prendre un gâteau à cette heure-ci, c'est pas le moment, et puis t'as pas encore atteint tes objectifs, ta. Donc la décision initialement était émotionnelle, mais ensuite on rationalise. Même chose, hein, beaucoup de femmes n'osent pas dire non, hein, c'est pour faire plaisir. On dit oui pour faire plaisir en fait, mais derrière, c'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce on a peur du rejet. Il y a une peur du rejet. C'est ce dont je parle dans l'autre présentation. Et le problème, c'est que ces émotions, souvent difficiles, hein, la peur du rejet, souvent c'est de la tristesse, souvent c'est de la frustration, peuvent peuvent engendrer des comportements qui créent un stress à long terme. Pourquoi? Parce que ces comportements, comme le fait de dire toujours oui quand on veut dire non, ça peut nous mettre dans des situations qui sont stressantes à long terme, ou de nous garder dans des relations qui sont pas faites pour nous, des relations toxiques. Et donc pour éviter, et c'est vraiment important, pour éviter l'inconfort d'une émotion à court terme, par exemple mettre fin à une relation, c'est hyper stressant pour beaucoup de personnes, on a la peur du rejet, la peur de l'abandon, on n'a pas envie de blesser, etc. Pour éviter un inconfort à court terme, on va créer du stress à long terme. C'est hyper important ce que je viens de dire. Parce que euh, on a peur du rejet, par exemple, on ne dit pas non, et on reste dans des relations toxiques, ou on reste dans des boulots toxiques. Donc pour éviter un inconfort à court terme, on crée des situations qui sont stressantes à long terme.
C'est le même principe pour l'anxiété chronique. C'est souvent parce qu'on refuse de ressentir une émotion qui est difficile. Si par exemple, j'ai vraiment peur d'être à la rue. J'ai vraiment peur d'être à la rue parce que je gagne pas assez d'argent, par exemple. Bah, plutôt que de ressentir cette peur pleinement et ensuite de la faire partir, parce que quand on ressent des choses, elles partent tout seules. De ressentir la peur pleinement et ensuite d'agir en conséquence, et ben je vais avoir un niveau d'anxiété en permanence que je vais avoir des problèmes d'argent. Parce que l'esprit, les pensées, c'est comme une soupape. C'est-à-dire que ça va évacuer l'excès de pression. Et donc ça crée du stress chronique. Mais donc là, je vais la répéter une dernière fois parce que c'est vraiment important. Le fait qu'on est incapable de ressentir des émotions difficiles à court terme crée des situations qui créent un stress à long terme. Et c'est pas notre faute parce qu'on nous a jamais appris à ressentir nos émotions. Néanmoins, c'est important. Et ça fait partie d'être un adulte en termes d'un point de vue émotionnel. Et c'est ça dont je parle dans l'autre présentation. Mais il faut qu'on ait le courage de ressentir nos émotions, de les exprimer sainement et ensuite d'avancer. Okay. Donc je vais vous donner juste quelques outils et c'est la dernière diapositive. Deux outils qui sont extrêmement puissants, pas faits pour tout le monde, ou alors il faut les modifier selon certaines personnes. La méditation, un des intérêts de la méditation, c'est que ça va créer de la distance entre moi et mes pensées, entre moi et mes émotions. C'est-à-dire que quand je médite, quand je fais ce type de méditation, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. J'aime pas trop ce nom, mais c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est j'apprends à observer ce qui se passe. C'est-à-dire j'apprends à observer l'émotion, j'apprends à observer mes pensées. Et dès que je suis dans ce rôle de l'observateur, ces choses, elles m'affectent beaucoup moins. Parce que la raison pour laquelle nos pensées, nos émotions nous affectent autant, c'est parce qu'on pense que c'est nous. Et en fait, c'est pas nous. C'est juste quelque chose qui se passe, et moi, je peux l'observer à distance. Et donc, plus je pratique ça, plus je peux réduire le stress, voir ces choses-là, les ressentir pleinement et les laisser partir. Écrire dans un journal, pour moi, c'est une des meilleures thérapies qu'on puisse faire. Ça permet de faire sortir les pensées et les émotions de notre tête, tout simplement. Ça permet d'être hyper honnête. C'est genre, aujourd'hui, je suis frustré, j'ai envie d'insulter tout le monde, j'ai envie de frapper des gens, et ça fait du bien de le faire sortir. Et donc, se confier à un journal, faire sortir les choses, écrire noir sur blanc, ça aide énormément. Et la dernière chose, c'est un petit peu lié avec la question de la perspective, mais c'est toujours se demander, et si cette situation, aussi inconfortable soit-elle, était là pour mon bien? Et si c'était là pour mon bien? Pas pour me faire du mal, pas pour me faire souffrir. Et si c'était là pour mon bien, quel serait le message? Et donc, quand je me pose cette question, ça ouvre la porte pour développer une nouvelle perspective. Et donc là, il faut qu'on s'autorise à ressentir des émotions difficiles. On a le droit. Et paradoxalement, ne pas s'autoriser à les ressentir, c'est encore plus dangereux. En particulier à long terme, ça affecte notre santé, ça affecte notre sérénité, ça affecte notre épanouissement, et donc ça affecte notre vie. Ok. J'espère que ça vous a donné quelques pistes. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou s'il y a quelque chose que vous auriez souhaité que j'explique. Parce que moi, j'essaie de deviner ce que vous voulez. Mais si vous me le dites, c'est plus facile. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.